Donc, bonjour à toutes et tous. Cette conférence de Minergie Savoir-faire actuel traitera aujourd'hui du sujet des fondamentaux de l'analyse du cycle de vie d'un bâtiment. Et on a le grand plaisir d'accueillir Sébastien Humbert de l'entreprise Cantis qui se présentera à vous tout de suite. Et puis, on aura 30 minutes de présentation et une trentaine de minutes pour les questions. Et autres commentaires et petits débats qui sont les bienvenus, toujours objectifs et dans la bienveillance, s'il vous plaît. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à Sébastien Humbert pour cette conférence. Merci Marion. Tu n'hésites pas à me dire s'il y a un petit souci au niveau de la présentation, au niveau de la tonalité. Je vais avancer comme ça. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, on m'a demandé de faire une petite présentation sur les fondamentaux de l'analyse du cycle de vie. Et puis, vu que vous êtes du domaine du bâtiment, c'est en focalisant sur le domaine de la construction. En deux mots, donc Cantis, c'est une entreprise qui fait de la consultance en développement durable. Le cœur de notre approche, c'est ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie. C'est calculer les éco-bilans des matériaux, ce que je vais présenter aujourd'hui. Je mets déjà ici mon contact, je le remettrai à la fin pour les personnes qui auraient des questions très spécifiques, qui veulent voir poser devant tout le monde. N'hésitez pas à me contacter après la présentation, ce sera un plaisir que j'échange là-dessus. Alors, une des raisons pour laquelle on est là autour de cette table virtuelle, c'est parce qu'on est a priori tous sensibles au fait qu'actuellement on pollue trop. Là, je m'occupe juste des émissions de CO2, on peut aller dans les autres indicateurs plus tard dans la présentation. En Suisse, les émissions sont, pour faire simple, 14 fois trop élevées. Pourquoi 14? Parce que les émissions de CO2 des Suisses sont d'environ 14 tonnes de CO2 par personne par an. Et ces 14 tonnes, c'est environ 6 tonnes en Suisse. Donc, par exemple, quand vous brûlez du mazout pour chauffer votre maison, quand vous brûlez de l'essence pour faire avancer votre véhicule, ou l'agriculture qui émet aussi des gaz à effet de serre, c'est les émissions, ce qu'on appelle directes. Ça, c'est 6 tonnes en Suisse. Et puis, en fait, au travers de nos importations, on a encore 8 tonnes qui sont émises à l'étranger. Ensuite, pour faire très simple, à peu près un quart est dû à notre alimentation, un quart à notre transport, un quart à notre logement, puis un quart au reste. Vous achetez un t-shirt ou vous allez à l'hôpital, enfin, c'est tout le reste de la société. Eh bien, vous, autour de cette table, j'ai envie de dire, c'est le quart lié au logement qui vous concerne. Le but, idéalement, c'est d'arriver à moins d'1 tonne de CO2 par personne par an. On peut avoir des débats éternels si c'est 600 kg, 800 kg, 1 tonne et demie. Pour faire simple, il faut diviser dans tout cas 14. Donc, on va se poser la question de comment on peut le faire au niveau du logement. Alors, c'est une présentation sur les fondamentaux de l'analyse du cycle de vie. Pour les personnes qui auraient déjà eu dans leur cursus un cours sur l'analyse du cycle de vie, ça va être une petite répétition, mais je vais être sûr que tout le monde utilise le même langage. L'analyse du cycle de vie, comme son nom l'indique, c'est analyser un produit, ça peut être un service aussi ou une entreprise, du berceau à la tombe, sur son cycle de vie complet. Alors, prenons l'exemple typique du panneau solaire. C'est pas rare que je me fasse reprendre en disant « Oui, mais les panneaux solaires, ça pollue à produire. Vous n'avez pas pensé à ça ?» Si, quand même, ça va. Jusqu'à là, on a pensé à l'analyse de cycle de vie. On a pris en compte l'impact pour extraire les matières premières pour fabriquer le panneau, l'impact pour transformer en général, je ne sais pas s'il faut une barre en aluminium, on va extraire de la bauxite, puis après il faut la transformer en aluminium, c'est la fabrication. Puis on dit oui, mais ça peut venir de l'autre côté de la planète, ça peut venir de Chine. Bah oui, alors on a pris en compte le fait qu'il faut faire 20 000, 30 000 km de bateau, puis après encore 500 ou 1000 km de camion depuis le port. Donc c'est l'emballage et la distribution. Ensuite, il y a l'utilisation. Alors, un panneau solaire à l'utilisation, c'est plutôt positif, ça produit de l'énergie. Mais si on avait fait l'analyse du cycle de vie d'un brûleur à mazout, ben, on prend aussi le fait qu'il faut brûler du mazout. Et puis la fin de vie, on prend en compte la destruction. Ça peut être quelque chose qu'on a jeté, un plastique qu'on n'a pas réussi à recycler. Ça peut être le jet. Alors, dans certains pays, ça peut être de la décharge. Chez nous, en général, ce sera l'incinération si ça brûle. Si c'est un déchet inerte, bah, ça pourrait être une décharge inerte. Et puis, heureusement, de plus en plus, il y a le recyclage. Et là, on prend en compte l'impact pour recycler,
et on va prendre en compte aussi le bénéfice d'avoir recyclé. Donc, de nouveau, si vous démontez un châssis en aluminium et puis vous l'envoyez au recyclage, ben, grâce au recyclage qui lui pollue, on va pouvoir éviter de produire une nouvelle barre d'aluminium. Donc, on aura ce qu'on appelle un crédit. Et puis, au travers de tout ce cycle de vie, on va regarder tout ce qui a été consommé. Donc, l'énergie, ça commence par le diesel pour le Trax qui est dans la mine, l'électricité pour la fabrication, le fuel lourd pour le bateau qui a transporté, etc. Puis, on regarde aussi toutes les émissions. Ben, quand on brûle un litre de diesel, on émet 2-3 kg de CO2. On émet des NOx, on émet des particules. Si on a consommé de l'eau pour faire tourner notre usine, ben, on a émis de la vapeur d'eau, on a peut-être relâché cette eau polluée. On regarde en fait toutes les choses qui rentrent et toutes les choses qui sortent à chacune des étapes. Et ensuite, on regarde les impacts sur l'environnement. Le plus connu, c'est l'empreinte carbone, c'est les émissions de CO2. Les émissions de gaz à effet de serre, en fait, parce que le plus connu, c'est le CO2, mais ça pourrait être du méthane, s'il y a des produits qui se dégradent en forme anaérobie. Puis le méthane, c'est un puissant gaz à effet de serre. Ça pourrait être des CFC. Mais on va aussi regarder d'autres impacts. L'empreinte eau, donc ça prend en compte aussi donc, la consommation de l'eau, et puis ça pourrait prendre en compte aussi la pollution de l'eau. La qualité des écosystèmes, c'est si vous avez mis des produits chimiques dans l'environnement qui vont, guillemets, tuer les vers de terre, tuer les poissons, tuer les oiseaux. Les ressources naturelles, ah ben, dès qu'on parle d'électricité, de voitures électriques, on parle du lithium, du cobalt. Alors, prendre en compte la pression sur les ressources. Et puis la santé humaine, ce serait typiquement les particules. Lorsque vous dites, bah, je veux comparer un chauffage à bois, un chauffage au gaz naturel, une pompe à chaleur, bah, une question qui se pose, c'est quelles sont les particules. Si vous êtes au centre-ville de Genève en plein hiver, bah, évidemment, quand vous brûlez du bois ou vous brûlez du mazout, vous émettez potentiellement plus de particules que si vous avez une pompe à chaleur ou vous brûlez correctement du gaz naturel. Et puis ça fait partie en fait du bilan global des chauffages. L'analyse du cycle de vie, c'est une science qui existe depuis une trentaine d'années. Puis au début, on mettait une semaine pour calculer l'impact, comprendre l'empreinte carbone d'un kilo d'aluminium. Et puis maintenant, entre guillemets, une fois qu'on l'a fait une fois qu'on a visité les usines, on a collecté les données, on a mis tout ça dans un gros fichier Excel, maintenant, moi, si je veux savoir l'impact d'un kilo d'aluminium, ça me prend 1 minute parce que j'ai qu'à aller rechercher le résultat qui était calculé dans le passé. Alors, il y a tout un travail de remise à jour, etc. Si on l'applique à la Suisse totale, donc ça, c'est un graphique qui montre l'impact de la Suisse. Alors là, je regarde que les gaz à effet de serre. On pourrait montrer le même graphique pour les particules, le même graphique pour la consommation d'eau, le même graphique pour la consommation d'énergie primaire, etc. Donc pour les gaz à effet de serre, ce qu'on voit ici, c'est que le 100% de l'impact de la Suisse, qui est à peu près de 120 millions de tonnes par année, donc c'est la consommation totale. Ça, vous divisez par la population, vous arrivez aux 14 tonnes de CO2 par personne. Ça représente à peu près envers quinzaine de pourcents pour la nourriture. En vert clair, on a la restauration, les hôtels, encore on ajoute tout ça. Et puis ensuite, en jaune, on a l'énergie au foyer. Donc ça, c'est l'électricité que vous utilisez dans la maison. Puis elle est assurée entre jaune et vert parce qu'une partie de cette énergie est utilisée pour faire cuire les aliments, pour le frigo, donc pour vous nourrir. En fait, quand vous sommez la nourriture, la restauration et puis l'énergie utilisée à la maison pour cuisiner, vous arrivez à peu près au 25%. D'où le fait que à peu près un quart de notre impact est lié à la nourriture. On continue, une partie d'énergie au foyer, comme pour faire utiliser mon ordinateur, la lumière le soir, ou se chauffer, n'est pas lié à la nourriture. Ça, c'est la partie qui ne serait pas assurée en vert. Et puis, la maison, c'est pas vous que je vais la prendre, ça consomme quand même de l'énergie à produire, à fabriquer le ciment, fabriquer le verre, à rénover. Ça, c'est la partie en gris. Et puis, ça fait un bon quart de notre impact environnemental. Après, il y a d'autres choses comme les habits, la santé, les déplacements, les services, l'État. Ce n'est pas le but aujourd'hui d'aller là-dedans, mais c'est pour vous montrer que quand on parle de l'empreinte environnementale de la Suisse, on regarde tout. Donc, ça va du beefsteak que vous mangez à midi, ça va de l'empreinte carbone du mazout. Alors, vous n'êtes pas censé chauffer aujourd'hui, mais disons pendant l'hiver, le mazout que vous brûlez pour chauffer votre maison.
le fuel utilisé par votre voiture pour vous déplacer, et puis l'extrême à laquelle souvent on ne pense pas quand on parle de l'empreinte carbone de nous, de la Suisse, c'est, je sais pas, les F-18, quand ils font les exercices de l'armée, le pétrole qui brûle, personne ne pense que c'est son empreinte carbone, mais à la fin, c'est l'empreinte carbone de la Suisse, donc ça fait partie des 14 tonnes de notre empreinte carbone totale, mais c'est l'État, c'est ce qui est en noir tout au bout. Donc ça, c'est l'empreinte carbone, entre guillemets, sur lequel monsieur, madame, tout le monde ont moins d'influence. Alors, quels sont les bons choix? Ben, on doit réduire de 14 tonnes et le message, c'est qu'il n'y a pas un méchant et puis des gentils, c'est que tout le monde doit faire un effort. Alors, évidemment, dans les médias, on parle beaucoup des déplacements. Quel est le déplacement le plus écologique? Il y a la consommation courante. Une des premières choses à laquelle les gens pensent quand on parle d'empreinte environnementale, c'est les emballages. Alors, quel est l'emballage le plus écologique? Mais ça peut aller plus loin avec les services. Est-ce qu'il vaut mieux faire ses factures par Internet avec un fichier PDF ou est-ce qu'il vaut mieux les recevoir sous forme de papier? Et puis aujourd'hui, on se pose la question des exemples liés au bâtiment. Donc, question de base, pour celles et ceux qui sont dans le canton de Vaud, on ne peut pas passer à côté du débat bois versus béton qu'il y aura avec l'initiative des Verts. Ce n'est pas le but aujourd'hui de résoudre tout ça, mais disons, on peut se poser la question, quelle est l'empreinte carbone du béton, quelle est l'empreinte carbone du bois, lequel est le plus écologique? Eh ben, on applique cette approche de cycle de vie, par exemple, au béton. On va se dire, qu'est-ce qu'il faut extraire pour produire du béton? Quelle est la fabrication? Alors, pour ceux qui sont là-dedans, on va se dire, il faut extraire, je vois, du calcaire, il faut extraire du charbon, on va mettre tout ça ensemble, on va faire du ciment, il faudra aussi extraire du fer, enfin, mettre tout ça ensemble, faire de l'acier, la fabrication, l'emballage, on distribue, on amène le béton sur le site, on le coule, puis bon, peut-être dans 40 ans, il faudra encore le détruire, puis le mettre dans une décharge inerte, peut-être que d'ici là, on le recyclera à 100%. Et là, je vais quitter la présentation et je demande à Marion de me confirmer que vous voyez toujours mon Oui, Internet. c'est tout bon, on voit, Très ouais. bien. Alors, comme je vous y disais avant, une analyse cycle de vie, c'est énormément de chiffres. En guillemets, on calcule l'impact environnemental de milliers d'activités, de transport, de production d'électricité, etc. On essaye de ne pas réinventer la roue à chaque fois qu'on nous pose une question. En fait, le monde de l'analyse de cycle de vie, cet écosystème, il est très collaboratif. Il met tout ensemble. Dès qu'on a une information, on aime bien publier un article scientifique. Alors moi, dans le passé, j'avais calculé l'empreinte environnementale du café, j'avais calculé l'empreinte environnementale du ciment aux États-Unis. Donc je publie mon article et puis il met à disposition en fait du public. Puis ensuite, il y a des entités. En Suisse, on a une entité qui s'appelle EcoInvent, qui sont les écoles polytechniques, pour faire simple, avec les centres de recherche qui collectent toutes ces informations, puis les mettent à disposition sous forme d'une banque de données, database, comme on dit dans notre jargon. Et là, en fait, je vous donne un exemple. Supposons que je me dis, bon, quel est l'impact du béton? Alors, évidemment, on travaille en anglais, parce que si on mélange les langues, on ne s'en sort plus. Puis là, je me dis, dans ma base de données, moi, j'ai 322 types de béton différents. Puis alors, j'ai souvent par pays, alors ça dépend, on n'a pas toutes les informations, on a différents types de résistance. Et puis là, je vais vous donner un exemple. J'ai préparé les trucs pour que ça aille un peu plus vite pendant la présentation. Je me dis, bon, moi, je suis intéressé par un béton 40 mégapascales. Et puis, je me dis, bon, quel est son impact environnemental? Alors là, tac, tac, je regarde, on me dit de quoi il est fait, une densité de 2453 kg par mètre cube. C'est du ciment type 1 de 380. Il y a 380 kg de ciment, 195 kg d'eau, 1116 kg de gravier, etc. En fait, je peux me poser la question de comment c'est fait. Alors là, je vois, pour faire simple, mon mètre cube de béton, comment il a été construit. Alors, il faut du gravier, il faut du sable, il y a un peu de style, il y a des produits chimiques, il faut de l'électricité. Alors, visiblement, il faut une usine. Et on a pris en compte l'usine qui fait tout ça. Et puis, fait, toutes ces choses, on connaît leur empreinte carbone parce qu'on les a calculées une fois. On a calculé une fois l'empreinte carbone d'électricité, on a calculé une fois l'empreinte carbone d'un kilo de gravier, etc. Comme là, on est en train de calculer l'empreinte carbone d'un mètre cube de béton. Puis là, je me dis, ce béton-là, son empreinte carbone, nous, on appelle ça climate change, c'est les gaz à effet de serre qui affectent les changements climatiques. Je vois que j'ai 329 kg de CO2 qui sont émis pour fabriquer ce mètre cube.
Puis ce que je voulais vous montrer ici, c'est une réponse à une critique que j'ai souvent. On parle souvent de CO2, puis on dit oui, mais vous n'avez pas pensé à regarder les autres impacts. Si, on les a aussi, mais souvent par simplification, on parle du CO2. Mais si vous me posez la question de quelles sont les particules émises ou quels sont les potentiels d'acidification, quelle est la quantité de terre utilisée, d'eau utilisée, les ressources, je peux avoir toutes ces informations qui sont dans des unités qui sont du charabia, peut-être pour les personnes qui ne sont pas là-dedans. Pour les particules, en fait, on transforme, parce qu'une particule 2.5, un NOx, un SOx, les kilos de particules totaux, ben, certaines particules sont plus dangereuses que d'autres. Donc, en fait, nous, ici, on calcule directement les impacts, puis on calcule directement la quantité de maladies qui vont être causées de ces particules, typiquement l'asthme. Pour l'acidification, on mesure le potentiel d'acidification H+, pour celles et ceux qui se rappellent de chimie. Pour l'utilisation du sol, bon, c'est des points, c'est parce qu'en fait, si vous avez 1 mètre carré de forêt ou 1 mètre carré bétonné, ce ne sera pas le même impact sur l'utilisation du sol. Donc, on a transformé tout ça dans une unité unique. Donc, on a toutes ces infos. Si jamais vous êtes vraiment intéressé en disant je veux comparer du chauffage au bois avec du chauffage au mazout avec du chauffage pompe à chaleur, ben, on aura problématique de CO2, mais on a aussi une problématique de particules, peut-être une problématique d'utilisation du sol pour le bois, etc. On peut aller dans le détail. Pour faire simple, on reste souvent sur le CO2 quand il s'agit d'avoir un premier jet de réponse. Je vais peut-être vous donner. Et puis, après, si on veut vraiment aller dans le détail, on peut se dire, bon, bah, alors, le CO2, mon mètre cube de béton, de quoi ça vient? Alors, j'ai du ciment, j'ai des pourcentages qui viennent du gravier, etc. Et puis, nous, on adore faire des petits graphiques qui permettent de se rendre compte de comment ça suit. Alors, là, j'ai une information brute, mais après, si vous me dites, oui, mais alors, quelle partie vient de l'électricité qu'on importe d'Allemagne, etc. Alors, il faut que je commence à rentrer dans le modèle pour trouver l'information, mais l'information, on l'a. Alors ça, c'était pour vous montrer le logiciel qu'on utilise pour calculer cet impact. Et puis, ensuite, bon, on a la réponse. Alors là, j'ai pris mon béton. J'étais à 330 kg de CO2 pour 1 mètre cube de béton. Puis, je peux faire la même chose pour le bois. Et puis là, j'arrive à peu près à, c'était quoi, 60, 70 kg de CO2 pour 1 mètre cube de bois. Évidemment, si c'est du bois dur, du bois de sapin, si c'est du bois lamellé-collé, si c'est du bois qui a été passé à les tubes, etc., les informations sont différentes. Le béton, en fonction de la quantité de ciment, ce sera différent. Comme vous avez vu, pour le béton, j'ai plus de 300 informations, 300 choix différents. Donc après, je peux adapter ça à votre cas très spécifique. Je peux aller plus loin, me poser la question de quel est l'impact du polystyrène si je veux mettre à comparer, ouais, alors l'impact de ma maison, il a du béton, il a du bois, enfin, elle a du béton, du bois, du polystyrène, etc. Alors, je vais peut-être faire juste une petite réflexion sur les chauffages. Alors, on peut faire la même chose. Et là, je présente les grammes de CO2 par mégajoule de chaleur fournie dans une maison avec le mazout. Alors, de nouveau, c'est des valeurs moyennes qu'on a dans nos bases de données. On peut aller très spécifique. Si c'est du mazout qui a été fabriqué à partir de pétrole russe, du mazout qui a été fabriqué à partir de pétrole lourd, le gaz naturel, si c'est du gaz naturel russe, norvégien ou qui vient des États-Unis, il y aura des réponses différentes. Mais là, ça donne des moyennes. Et là, je trouve intéressant là-dessus, quand on parle à des gens qui sont en architecture, un débat qu'il y a souvent, c'est quel est le chauffage le plus écologique. Et puis, des fois, on voit un peu des guerres de tranchées entre le chauffage à bois, la pompe à chaleur, le gaz naturel. Alors, il y a différents messages que je veux faire passer. Et de nouveau, je fonce des portes ouvertes pour les personnes qui ont déjà pris des cours là-dessus. Je suis désolé. La première chose, c'est que le gaz naturel n'est pas tellement plus écologique que le mazout. L'avantage du gaz naturel, souvent, c'est qu'il donne moins de particules. Et puis, on peut éventuellement, avec de la cogénération, augmenter son taux d'efficacité. Mais brûler du gaz naturel et brûler du mazout pour chauffer sa maison, ça ne change pas grand-chose. Surtout que le gaz naturel, il a une empreinte carbone non négligeable, même des fois supérieure à celle du mazout, quand il s'agit de le transporter pour l'amener en Suisse. Actuellement, on a ce problème avec le gaz qu'on amène des États-Unis, où il est transporté par des méthaniers. Certains méthaniers n'ont pas de torchère, puis pour relâcher la pression, des fois, ils relâchent du méthane dans l'atmosphère, qui lui est un puissant gaz à effet de serre. Donc, le gaz naturel, suivant les situations, on peut avoir plus d'empreinte carbone que le mazout. Donc, quand on dit le gaz naturel est une énergie de transition, est une énergie écologique, une énergie verte, alors pour moi, ça c'est du greenwashing, pour être honnête. Il est des fois un peu moins mauvais que le mazout, mais il reste dans les mauvais. Si on veut commencer à aller sur des chauffages qui sont plus écologiques, un des premiers trucs qui arrivent en tête, c'est qu'en est-il de la pompe à chaleur?
ou le chauffage électrique. Alors là, évidemment, pour celles et ceux qui ont eu l'occasion de faire des cours d'analyse cycle de vie, la première question qui vient, c'est ouais, mais quelle est la source de l'électricité? Et ici, en fait, ce que je montrais sur ce graphique, c'est que notre pompe à chaleur ou notre chauffage électrique direct, là, pour faire simple, j'ai pris un rendement d'un facteur 3, hein, mais on peut l'adapter en fonction de où vous êtes, est très dépendant de quelle est l'électricité que vous utilisez. Si vous le faites tourner la nuit, que vous achetez pas de l'électricité certifiée, et puis qu'on doit importer de l'électricité au mois de février d'Allemagne, et ben en fait, l'électricité utilisée pour votre chauffage électrique direct fait que ça polluera encore plus que du mazout, du gaz naturel. Pompe à chaleur un peu moins, mais disons, on peut faire mieux. On peut faire mieux, c'est s'assurer que l'électricité qu'on utilise pour faire, alors soit le chauffage électrique direct, soit la pompe à chaleur, est de ressources renouvelables. Idéalement, panneaux solaires. Après, on peut rentrer dans le débat de comment on gère les panneaux solaires au mois de janvier, février, mars. Moi, en tout cas, j'ai des panneaux solaires sur la maison. Dès qu'il y a du soleil, en 24 heures, il n'y a plus de neige sur les panneaux solaires, et puis je peux utiliser mes panneaux solaires pour faire tourner ma pompe à chaleur. Le bois est très intéressant. Le bois est très intéressant en termes d'empreinte carbone. Son désavantage, évidemment, c'est un peu les particules, si vous êtes dans des endroits qui sont sensibles à la pollution de l'air. Par contre, une chose importante à dire, c'est que le bois est une ressource limitée. Je peux parler de ma région. Nous, on a beaucoup de forêts où j'habite, je suis au pied du Jura. Mais en fait, on utilise déjà le 100% de nos forêts pour les chauffages au bois, notamment au copeaux. Piscines, salles de gym, quartiers qui utilisent des chauffages à distance. Donc actuellement, chaque maison qui installe un chauffage au bois, que ce soit des copeaux, des bûches ou des pellets dans ma région, c'est du bois qu'il faut importer. Donc le message, c'est écologique tant qu'on ne l'utilise pas en quantité supérieure à la ressource disponible. Et actuellement, il faut faire attention à ne pas trop s'emballer pour installer des chauffages au bois, parce que dans plein de régions, on est déjà au maximum de nos capacités. Et c'est là où je dis souvent aux gens, quand vous avez l'opportunité de mettre une pompe à chaleur, mettez une pompe à chaleur connectée avec des panneaux solaires et essayons de garder notre bois comme batterie, comme ressource disponible pour chauffer nos piscines, nos écoles au mois de janvier, février, mars, quand on manque d'électricité. Et c'est très dommage de faire chauffer nos écoles au mois de octobre, quand il fait, allez, on va dire 7 degrés dehors, qu'il y a du soleil et qu'en fait, on pourrait utiliser une pompe à chaleur. Ça, c'est un message de gestion de la ressource. Il ne ressort pas forcément quand on monte que ce graphique. Le biogaz, alors le biogaz, c'est des quantités faibles. Le biogaz est très intéressant si on fait partie de déchets. Donc là, toutes les personnes qui sont connectées des entités publiques, je vous encourage à faire la collecte des déchets verts parce qu'il nous faut du biogaz. Mais évidemment, si on le fait à partir de plantes cultivées exprès pour ça, c'est pas très écologique. Donc, pour faire simple, on se retrouve entre la pompe à chaleur avec l'énergie renouvelable et le bois en fonction des situations, qui, elles, sont très compétitives. On divise par 10 sans souci l'empreinte environnementale du chauffage par mégajoule lorsqu'on passe du gaz naturel ou du mazout à une pompe à chaleur avec de l'électricité renouvelable ou des copeaux. Et là, je ne vais pas repasser sur Internet, mais j'ai fait des print screens. Minergie, il y a un calculateur de l'isolation, puis il marche assez bien. Moi, je me suis amusé à regarder pour ma maison. Alors, ça me disait, bah voilà, moi j'ai une pompe à chaleur. Alors, moi, sur ce coup, j'ai 100% d'électricité renouvelable. Mais si j'ai de l'isolation au polystyrène, j'avais une maison que j'ai dû rénover. C'était une passoire énergétique avec un chauffage électrique direct des années 70. Donc, c'était la belle occasion de rénover la maison. Puis ça peut me dire combien de centimètres il faut que je mette, par exemple, pour du polystyrène. Et ces calculs-là, en fait, ils sont basés sur des analyses du cycle de vie en arrière qui sont des données cohérentes avec ce que je vous ai montré avant. Alors, je vais essayer de faire un petit résumé et puis de conclure, parce que c'est déjà 12h30, pas faire trop long pour les personnes qui ont autre chose, et puis garder du temps pour les questions. Alors là, j'enlève légèrement ma casquette de pur ingénieur qui fait le calcul avec quels sont les... Je mets un peu la casquette du consultant en environnement. Donc, isoler les bâtiments, c'est enfoncer une porte ouverte. Donc, il faut le faire. Ça vaut la peine de calculer quelle est l'optimisation, parce que ça ne sert à rien de mettre 30 ou 40 cm de polystyrène si 20 suffisent en fait par rapport à l'énergie qu'on va utiliser pour chauffer la maison. Et inversement, c'est dommage de mettre que 10 cm si en mettant 20, on aurait optimisé l'énergie.
Quand on me dit le polystyrène, ça pollue, enfin, ça peut après n'importe quel autre matériau, faut n'importe quelle source d'énergie, hein, si vous chauffez au gaz, au mazout, même à pompe à chaleur, si vous achetez de l'électricité la nuit qui vient d'Allemagne, à la fin, il n'y a rien qui n'a pas d'impact. Hein. L'électricité renouvelable, pompe à chaleur avec panneaux solaires, c'est ce qui a grosso modo le moins d'impact. Mais disons, c'est pas zéro. Donc, d'une manière ou d'une autre, il y a toujours une optimisation énergétique à faire. Là, il y a un autre message pour les personnes qui seraient plus connectées aux fournisseurs, c'est que tous ces calculs sont basés sur l'hypothèse que produire 1 kilo de ciment, ça pollue tant, produire 1 kilo de béton, ça pollue tant, produire 1 kilo de bois, ça pollue tant, produire 1 kilo de polystyrène, ça pollue tant. Une bonne partie de l'impact environnemental des matériaux, c'est de l'énergie, c'est l'électricité dans les usines, à la limite du gaz ou du mazout, mais souvent de l'électricité. Et là, j'invite les gens à pousser pour des matériaux qui ont un plus faible impact. Alors, les cimenteries, là, j'ai reçu le petit bouquin de SEM Suisse. Les cimenteries, elles communiquent sur le fait qu'elles utilisent de plus en plus de combustibles de substitution, c'est très bien. Elles peuvent faire encore un effort, il y a encore une marge de manœuvre. Pour celles et ceux qui fabriquent du bois, plus on va aller vers des camions qui sont efficaces, plus on va aller des scieries qui tournent avec l'énergie renouvelable, plus on va aller pour la fabrication de matériaux isolants vers des usines qui utilisent de l'électricité renouvelable, plus on baissera l'impact des matériaux. Donc, en fait, l'optimisation, ce n'est pas une photo fixe. Elle peut aussi évoluer dans le temps en fonction de si mon polystyrène, mon bois ou mon béton est de plus en plus écologique. Peut-être que j'ai meilleur temps en fait d'isoler un peu plus pour économiser je sais pas quoi, mon chauffage un peu que je viens d'installer puis qui est là pour les 20 prochaines années. Puis inversement, si vous avez une pompe à chaleur, vous pouvez essayer de maximiser l'utilisation d'énergie renouvelable pour rendre vos mégajoules de chaleur de plus en plus écologiques. Donc, isolation en priorité, évidemment avec une optimisation. Puis le deuxième point, c'est l'énergie. Et là, je pousse un message, c'est de maximiser les pompes à chaleur. Alors évidemment, ça c'est un peu enfoncer une porte ouverte par rapport au chauffage électrique direct, mais qui utilisent de l'énergie renouvelable. Donc c'est aussi de maximiser l'installation des PV. Et là, la raison pour laquelle je pars du fait qu'il y a quand même quelques architectes dans l'audience. Je suis à côté de mon travail d'ingénieur, je suis municipal dans un village. Donc je vois passer tous les lundis en séance de MUN les permis de construire. Pour l'instant, je n'ai pas vu un seul permis de construire où ils ont maximisé le toit en panneaux solaires. C'est toujours le minimum légal dans le coin en haut. Puis je me dis, mais comment on peut construire une maison neuve en 2023? Normalement, on part du fait qu'on n'est pas censé rénover le toit pour les 20 prochaines années et qu'on me mette que 15 mètres carrés ou 20 mètres carrés de panneaux solaires dans un coin alors qu'on pourrait mettre 50 mètres carrés de panneaux solaires. Là, il y a une opportunité manquée où je me tire des balles en termes de transition énergétique. On a besoin de cette électricité, notamment en hiver. Moi, j'ai la chance, je suis en dessous du stratus. Donc, nous, en hiver, on a le soleil. On a besoin de pouvoir avoir des panneaux solaires ici qui fournissent l'électricité pour faire tourner les pompes à chaleur. Et pourquoi des packs avec PV en priorité? Parce que la biomasse, le bois, il faut l'économiser pour l'utiliser là où c'est pas possible de mettre des pompes à chaleur ou lorsqu'on se retrouve avec une semaine de brouillard en plein hiver et puis que nos panneaux solaires ne produisent plus. Et puis là, ça vaut la peine d'avoir de la réserve d'énergie sous forme de biomasse, notamment pour chauffer les piscines, les écoles. Et puis, on peut discuter de la piscine en hiver, mais partons du fait qu'on a une piscine chauffée, les écoles, les quartiers, etc. Alors, là, on était sur le bâtiment, mais le message, évidemment, c'est que pour atteindre la durabilité, donc diviser de 14 nos émissions de gaz à effet de serre, c'est une somme de gestes qui vont affecter toutes les choses de la vie de tous les jours. Le message positif, c'est que je pense qu'on a les technologies pour le faire. Alors, on parlait des chauffages à mazout ou gaz naturel, si on les remplace par des pompes à chaleur qui tournent avec l'énergie renouvelable, vous divisez sans souci par 10 l'empreinte carbone. Donc, c'est possible, mais il faut le faire. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et je me réjouis de répondre à vos questions si vous en avez. Marion, je te laisse reprendre le contrôle. Oui, merci beaucoup Sébastien. Alors, attends, s'il y a des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Je vais aussi ouvrir vos micros si vous voulez prendre la parole. N'hésitez pas. En tout cas, merci, c'était très intéressant. Ça va vite, 30 minutes. Ouais, bon, il y a encore un petit peu de temps. Hein. N'hésitez pas pour les gens qui veulent rester puis qui souhaiteraient. Oui, alors là, j'ai réactivé les micros. Donc, si quelqu'un veut prendre la parole, n'hésitez pas. Alors, on a une question dans le chat.
devient la valeur de 14 tonnes. Donc, je reviens juste sur... C'était Lars Floyd. Alors, Marion, tu m'avertis si tu ne vois pas mes slides. Je pars du fait que tu vois mes slides. C'est bon, Les 14 tonnes de CO2, donc, c'était ces 120 millions de tonnes de CO2 par année. C'est en cumulant tout le gaz naturel qu'on brûle en Suisse, tout le mazout qu'on brûle en Suisse, tout le ciment qu'on produit en Suisse, et puis toutes les voitures qu'on importe. Elles, on sait combien, grâce aux éco-bilans, elles polluent en Allemagne ou au Japon à produire. Tout le soja qu'on importe d'Amérique du Sud pour nourrir nos cochons, etc., etc., etc. Ça fait un total de 120 millions de tonnes de CO2. On le divise par à peu près 8 millions de personnes. Je ne sais plus quelle était l'année où quel calcul a été fait. Faites votre division, ça fait à peu près 14 tonnes de CO2 par année par personne. C'est comme ça qu'on trouve les 14 tonnes. Puis l'objectif de 1 tonne, le 1 tonne, c'est une valeur moyenne. À l'époque, en 2015, quand on avait les accords de Paris, on parlait d'1,5 tonne, 2 tonnes, en disant si on veut être durable, il faudrait descendre à 2 tonnes. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'entre 2015 et 2023, ça fait 8 ans, on n'a grosso modo pas fait d'efforts. Les émissions de CO2, elles n'ont pas diminué dans le monde, hein, pour faire simple. Donc, chaque année qu'on se retarde, c'est 5 à 10 ans qu'on perd, parce qu'une année où on émet 14 tonnes au lieu de 2 tonnes, ben, c'est 7 années où il faudra émettre moins pour compenser. Donc maintenant, il faut viser les 1 tonne. MyClimate, qui est un organisme suisse qui est pas mal dans la compensation CO2, qui maîtrise beaucoup le sujet, il parle même, je crois, de 600 kilos. Mais disons, il faudrait viser 1 tonne en 2050. Quand on parle de l'objectif de neutralité carbone, c'est neutralité nette, c'est à peu près émettre 1 tonne, et puis avoir des forêts qui grandissent, et puis des pâturages qui s'améliorent pour pomper 1 tonne, donc on sera à peu près à 0. Est-ce que ça a répondu à la question? Alors par contre, je continue à lire les questions, puis je les réponds une à une. Alors, oui, si tu veux, je pouvais te les lire aussi, comme tu veux. Ah ouais. Bon, la source, les 1 tonne, c'est la source, c'est moi, parce que c'est une moyenne entre les 600 kilos de MyClimate et puis les 1,5 qui étaient mentionnés aux accords de Paris. Donc, après, si vous avez une autre valeur, 1,2, 1,4 ou 0,9, c'est le même message, c'est qu'il faut diviser par 10 ou 20 nos impacts. Les 120 millions de tonnes, c'est l'OFEV, c'est l'Office fédéral de l'environnement qui avait sous-traité, je crois, un bureau qui s'appelle, je ne sais plus, c'était Trees ou ESU, qui est un bureau de consulting en ACV en Suisse allemande. Ensuite, si je continue, le gaz qui arrive par gazoduc depuis l'Est, par exemple, est-il moins polluant que ceux qui arrivent par les méthaniers qui n'est pas équipé d'un brûleur? Oui. Alors, c'est un petit peu le challenge qu'on a, c'est que le gaz russe, a priori, on voit encore les fuites qu'il y avait en Russie, mais a priori, il était moins polluant que le gaz américain. Alors, je ne veux pas faire de politique, je me méfie toujours des chiffres qu'on a de certains pays. Hein. On avait des chiffres qui arrivaient du Venezuela, de Russie, ou qui n'étaient pas toujours cohérents avec d'autres chiffres qu'on avait vus. Disons, le gaz qui arriverait de Norvège, il est clairement plus écologique que le gaz qui arrive des États-Unis. Oui, ça c'est juste. Donc actuellement, on a un problème, c'est qu'on augmente notre consommation de gaz américain, et ça, il faut absolument arrêter. Alors, il y a différentes manières de le faire. Une manière de le faire, c'est en brûlant moins de gaz. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous voulez prendre la parole, vous pouvez activer vos micros. Remarque, si vous n'êtes pas content, vous pouvez dire aussi. Hein. Voilà, est-ce que je peux prendre la parole? Je voulais remercier. Oui. Et on a eu des données assez génériques sur l'analyse du cycle de vie en général. Est-ce qu'on a prévu chez Minergie de parler plus des phases qui sont propres à la construction? C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour un bâtiment pour calculer un cycle de vie sur la construction et sur son exploitation? Alors, je laisse Marion répondre. Ouais, alors moi, je vais laisser Michel Wyss répondre plutôt. Donc, Michel, je ne sais pas si tu as entendu la question. Alors, bonjour. Donc, Michel qui est responsable. Ouais, pardon. Vas-y. Excuse-moi, vas-y. Je voulais Je suis responsable certification chez Minergie. Et donc, Laurent, tu peux reposer la question, s'il te plaît? Là, on a eu une présentation sur la façon dont une analyse cycle de vie, pour quel que soit le matériau qu'on considère ou l'élément qu'on consomme, qu'on considère, est évalué. Mais pour le bâtiment, il y a des spécialités
Enfin, il y a une façon de penser qui est plus précise en fait que générale, et je voulais savoir si Minergie avait envisagé de proposer des formations dans ce sens-là aussi, pour aider les planificateurs et les constructeurs à faire les bons choix de matériaux dans les bons éléments de construction, par exemple. Alors, on a l'analyse de cycle de vie en gaz à effet de serre et en émissions de gaz à effet de serre et en énergie grise, qui sont inclus dans le label ECO. Pour faire ces calculs, on demande de suivre la SIA 2032. C'est vraiment c'est la méthodologie qui est donnée pour prendre tous les éléments qu'on a vus en ce moment, chaque matériau, et regarder sur la durée de vie d'un bâtiment, quels seront leur impact. Après, point de vue formation, pour apprendre à faire ces calculs d'énergie grise et d'émissions de gaz à effet de serre, je ne crois pas que dans l'immédiat, il y ait des cours organisés par Minergie. Pour regarder également peut-être du côté des fournisseurs, des fournisseurs de logiciels qui permettent ces calculs. Des fois, ils offrent également des formations spécifiques qui pourraient être utiles dans la certification Minergie. Juste Michel, on a un cours au mois de novembre, si je ne m'abuse, qui s'appelle Minimiser les émissions de gaz à effet de serre dans la construction. Donc, qui pourrait être un petit peu en lien et dans le thème justement dont tu parlais. Alors merci Marion. De rien. Il est passé sous le radar. Merci beaucoup pour la réponse. Alors, je Merci. peux continuer à donner des réponses courtes pour les questions suivantes qui apparaissent dans le chat, puis en attendant, les gens peuvent, s'ils ont d'autres questions. Il y a une question qui est: quel rapport entre les émissions de la Suisse et celles de l'ensemble des pays du monde? Alors là, j'ai dit c'est 120 millions de tonnes pour la Suisse. L'ensemble des pays du monde, il faudrait juste vérifier, je crois qu'on est autour des 40 milliards de tonnes, donc ça fait à peu près 0,3%. Comment les valeurs qu'on peut obtenir sur le site que vous avez présenté se comparent à celles de la base de données KBOB? J'avais regardé la base de données KBOB, mais il y a longtemps. Nous, on utilise EcoInvent comme base de données principale. J'imagine qu'autour de la table, il y a quelqu'un qui peut me confirmer que KBOB est aussi basé sur EcoInvent. Ouais, si je me permets, parce que je fais pas mal d'analyse de cycle de vie de matériaux, donc je suis Laurent Caillère, hein, pour ceux qui ne voient pas, qui parle. C'est effectivement, la KBOB est basée sur la base de données EcoInvent, et les analyses de cycle de vie qui sont faites en Suisse pour être intégrées dans la KBOB doivent être basées sur EcoInvent. Oui, merci pour la confirmation. Alors, pour les personnes qui iraient regarder les détails, il faut juste faire attention à une chose, c'est que des fois, les réponses ne sont pas tout à fait les mêmes parce qu'il y a différentes versions de la base de données. Les bases de données, nous, EcoInvent, a plus de 10 000 entrées, hein, béton, ciment, verre, puis bah, déjà, il y a des fautes, il y a des nouvelles données qui arrivent, il y a des nouvelles technologies. Elle est mise à jour régulièrement, une fois par année. Donc, nous, chez Cantis, en général, ce que nous, on offre comme service, c'est une analyse de cycle de vie la plus actuelle possible par rapport à la science, ce qui fait qu'on utilise toujours la dernière donnée disponible. Et ça peut donner des fois des chiffres différents de bases de données qui, des fois, sont standardisées et mises à jour, pas forcément toutes les années, pour garder un peu de stabilité. Puis ensuite, alors on parle de, je sais pas, de CO2. Vous n'aurez pas forcément le même résultat si vous utilisez les empreintes carbone basées sur les derniers rapports de l'IPCC ou sur ceux de 2007, 2009, 2012, parce qu'il y a l'évolution de la science. Pour celles et ceux qui sont là-dedans, il y a par exemple la valeur du méthane, elle varie entre 20 et 35 en fonction des modèles qui sont utilisés. Donc, il peut y avoir des petites différences, mais c'est la même philosophie qu'il y a derrière. Oui, et pour ceux qui posaient la question de savoir quand est-ce que c'était mis à jour, et par rapport à ce que vous avez dit, la KBOB est mise à jour plus fréquemment que ce que vous le dites, notamment avec les données spécifiques des fabricants qui sont données plus précises que les données génériques de la KBOB. Et la dernière mise à jour a été faite le 25 avril, si je ne me trompe pas. Ah, donc, elles sont très à jour. Et je vais mettre le lien dans le chat sur l'endroit où on trouve les dernières versions de mise à jour, qui est le site de EcoBau.
et je le mets dans le chat maintenant. Comme ça, tout le monde y a accès. La Voilà. question suivante, c'était sur l'empreinte carbone par la densité. Alors, effectivement, là, que j'ai mis sur un seul graphique, par exemple, ici, le graphique que je mets, le béton, le bois, le polystyrène, ben là, je l'ai mis au mètre cube. C'est au mètre cube par matériau brut. Et puis, alors, tout à fait, il faut, ça c'est des Lego. Donc, l'analyse cycle de vie, c'est pas compliqué. C'est une somme de produits dans un énorme fichier Excel. Mais c'est en fait des Lego. Puis ensuite, vous dites, bah, moi, j'ai besoin de, je sais pas quoi, 20 mètres cubes de béton, 10 mètres cubes de bois, 5 mètres cubes de polystyrène. Et puis là, bah, enfin, faut sommer, évidemment, il faut sommer l'impact par mètre cube, par le nombre de mètres cubes que vous en avez besoin pour vous faire votre empreinte carbone. Si vous savez que vous avez besoin de 10 mètres cubes de béton, pour faire simple, les calculs oraux, et puis qui fait 330 kg de CO2 par mètre cube, ça fait qu'il y aura 3300 kg de CO2 pour votre béton. Bon, première chose. Puis ensuite, votre polystyrène, si là vous avez un polystyrène, dans cette base de données, j'en ai pris un qui faisait, je crois que c'est du 33 kg par mètre cube, qui était à 140 kg de CO2 par mètre cube. Vous dites j'en ai besoin de 2 mètres cubes, ça fera 280 kg de CO2. Bon, vous semez. Puis après, vous avez une alternative. Vous dites, ah, mais grâce à ça, tac, tac, je pourrais prendre quelque chose plus dense, moins dense. Alors à ce moment, il faut aller chercher un autre matériau. Ou alors, j'ai besoin d'un peu plus de béton, un peu moins de béton, un peu plus de bois. Là, j'ai une option, une alternative qui me demanderait moins de béton, mais plus de bois, etc. Puis vous faites votre calcul, puis à la fin, vous pouvez arriver à savoir quelle est l'empreinte carbone la plus faible, enfin, quelle est l'alternative, quelle est l'empreinte carbone la plus faible. Donc oui, on doit toujours mettre ça par rapport aux besoins finaux. Puis la question suivante, il mentionne le terme d'unité fonctionnelle. Alors effectivement, l'unité fonctionnelle, c'est de notre jargon d'analyse cycle de vie. C'est l'unité que vous avez besoin pour comparer. Donc, si vous voulez construire une villa, l'unité fonctionnelle, ce sera ma villa. Si vous voulez construire 1 mètre carré de fenêtre ou 1 mètre carré de mur, votre unité fonctionnelle sera 1 mètre carré. Enfin, l'unité fonctionnelle, c'est quelle est la question que vous êtes en train de vous poser. Et puis, ramener tous les besoins, le nombre de kilos, de tonnes de béton, de mètres cubes de bois, de kilos de polystyrène, etc., à cette unité. Et puis, vous multipliez par l'empreinte carbone. Alors, bon, on fait énormément de règles de 3. Normalement, on doit se rappeler nos cours du gymnase pour passer de kilos au mètre cube, enfin, kilos au tonnes, mètre cube au kilo lorsqu'on connaît la densité, etc. Comment peut-on calculer l'impact des panneaux PV ou des batteries en fin de vie alors qu'aucune filière industrielle n'existe vraiment à l'heure actuelle et que celles-ci vont assurément devoir se mettre en place dans le futur proche? Alors, c'est une très bonne question. Alors, je vais peut-être donner 2-3 éléments de réponse qui peuvent être utiles. On analyse le cycle de vie, on essaie de modéliser le monde. On essaie de modéliser la réalité, puis je pense que c'est enfoncer une porte ouverte de dire que c'est complexe, et c'est jamais parfait. Donc, il y a toujours une certaine incertitude. Alors, c'est clair qu'une technologie qui existe depuis 100 ans, qui est bien établie, on a des données beaucoup plus précises qu'une technologie qui est nouvelle. Les biofuels, les panneaux solaires, les voitures électriques, c'est des nouvelles technologies. Donc là, on a une plus grande incertitude. Et en général, cette incertitude fait, je pense que c'est sous-entendu dans la question, que l'empreinte environnementale au début d'une nouvelle technologie, elle est souvent plus élevée qu'une fois qu'elle se stabilise. Alors, peut-être juste pour le côté positif, par exemple, sur les batteries, la technologie pour le recyclage des batteries, elle existe déjà. Le fait que les filières, elles n'existent pas tellement, c'est parce que souvent, il n'y a encore pas la masse critique. En Suisse, en plus, c'est un pays très petit. Donc, tant qu'on n'a pas beaucoup de panneaux solaires, de batteries qui arrivent en fin de vie, ça ne vaut pas la peine de construire une usine pour recycler 3 trucs qui arrivent chaque mois. Donc, il faut qu'il y ait quand même une masse critique, mais la technologie pour recycler les batteries, par exemple, celle-là, nous, on avait travaillé avec Umicore à l'époque, elle existe, sauf qu'elle n'est pas encore déployée à large échelle. Donc, oui, il y a une incertitude. On se base en général sur ce qu'on connaît par rapport au développement de cette technologie. Et puis, le point positif, c'est que actuellement, on prend des résultats qui sont en général conservateurs. Ça veut dire que pollue un peu plus. Mais normalement, d'ici 10, 15, 20 ou 30 ans, lorsqu'on devra recycler les PV ou recycler les batteries à grande quantité, ça va polluer encore moins que ce qu'on a calculé maintenant. Donc, si maintenant, mon analyse de cycle de vie me dit que mon panneau solaire, il est meilleur que mon gaz naturel, la réponse peut être encore plus juste dans 20 ans, vu que les technologies du panneau solaire vont s'améliorer plus vite que celles du gaz naturel, qui est une technologie établie. Vous m'entendez? Oui. Jean-Jacques Turian.
Je voulais savoir si dans le cycle de vie, vous représentez, par exemple, si on prend une façade crépi en périphérique, généralement elle a 30 ans au niveau de la durée. Et actuellement, ce qu'on remarque, c'est qu'on doit intervenir beaucoup plus rapidement parce qu'il y a des défauts de bâtiment, défauts de construction, et qu'automatiquement, ben, on doit intervenir sur ces travaux-là, et puis la durée de vie n'y était pas. Est-ce qu'il y a un pourcentage qui est compté là-dedans ou pas? Alors, je vais donner un premier élément de réponse, puis ensuite, les personnes qui sont très actives dans les ACV des bâtiments, vous pouvez compléter. En fait, dans toutes nos analyses de cycle de vie, on a des hypothèses de durée de vie de l'infrastructure. Mais rien que dans le béton, pour fabriquer un mètre cube de béton, j'ai dû faire une hypothèse de durée de vie pour la cimenterie. Donc, on a des données par défaut qui sont des durées de vie moyennes. Alors, effectivement, ce paramètre peut être un paramètre qui influence. Et puis, si vous avez un contexte spécifique où vous dites les durées de vie semblent être plus courtes que celles que je pensais, ben, c'est un paramètre à prendre en compte dans le calcul. Donc, oui, on prend en général les durées de vie moyennes. On essaie de ne pas être trop optimiste. Mais on ne veut pas être négatif non plus. Parce qu'en analyse de cycle de vie, on est toujours en train de comparer des choses. Donc, ce n'est pas le but d'être toujours trop pessimiste. Parce que sinon, on n'est pas correct. On fait une analyse qui est biaisée aussi. Donc, on est toujours dans la moyenne par rapport à l'expérience. Puis, si ensuite l'expérience nous dit, ben là, on a surestimé la durée de vie, ben dans la mise à jour des bases de données, on va réduire la durée de vie. Si quelqu'un d'autre veut compléter ça sur le Ouais, résultat. j'ai levé la main pour effectivement apporter un complément d'information sur cet aspect-là, puisqu'on est souvent confronté à cette durée de vie des façades, etc. On se rend compte que plus que le matériau, c'est le mode de construction ou la qualité de sa mise en œuvre qui impacte la durée de vie de l'élément de construction. Du coup, il est important de travailler du mieux possible pour que ça dure longtemps. Mais les cahiers techniques de la SIA définissent des durées de vie moyennes qui sont en général très pénalisantes pour le bâtiment parce qu'elles sont plus courtes que ce qui est observé dans la réalité. Mais je crois que pour un élément de façade, et là Michel Viss pourra peut-être me corriger, mais je crois que pour un élément de façade, c'est une trentaine d'années, et que pour une maison en général, on considère 50 ans de durée de vie, alors qu'aujourd'hui, on sait tous qu'une maison durera bien plus que 50 ans. Elle ne sera pas démolie après 50 ans. Alors, je complète rapidement, vu qu'on m'a passé la parole rapidement. Le calcul normé SIA 2030 demande de calculer la durée de vie du bâtiment sur 60 ans, pas 50. Et effectivement, pour les façades, c'est 30 ans. Après, là, la question qui a été posée par M. Turian, c'est, voilà, peut-être que mon revêtement de façade va tenir que 20 ans. Au contraire, si vous mettez un autre matériau en façade, type Eternit, les gens vont dire, mais ma façade Eternit, elle tient 60 ans. Faut pas oublier que c'est un calcul normé. Le but de ce calcul normé, c'est pas forcément de représenter exactement qu'est-ce qui va être fait, mais il permet notamment de pouvoir comparer des solutions pour avoir la meilleure proposition possible pour votre bâtiment qui aurait le moins d'impact en suivant le calcul normé. Donc, il y a aussi cet aspect-là à prendre en compte, calcul normé ou réalité sur la durée de vie de ce que vous allez mettre en œuvre. Merci. Je profite de donner un petit élément général. Nous, on est souvent confrontés à cette problématique. C'est que des fois, il y a des entreprises qui nous disent, bon, bah, faites le bilan écologique. Et puis, une des premières questions qu'on pose, c'est quelle est l'utilisation de ce résultat? Parce que si ce résultat, c'est pour publier dans un rapport en environnement, pour déclarer, il y a des choses qui existent comme le Carbon Disclosure Project. En fait, il y a différents standards qui existent. Et nous, on regarde toujours, est-ce qu'il y a un standard qui donne des valeurs? Par exemple, durée de vie du bâtiment. S'ils disent 50 ans, ben, on va utiliser 50 ans. Même si l'entreprise dit, ben, le nôtre, il est plutôt 60 ou 40. Et inversement, si l'entreprise dit, c'est pas mon but de publier en fonction d'un standard, mais c'est d'avoir l'image la plus réaliste possible, indépendamment d'être cohérent avec d'autres personnes ou d'autres standards, ben, à ce moment, on va adapter les paramètres à sa réalité. Donc, ça explique aussi des fois qu'on peut avoir des résultats un peu différents en fonction des calculs, parce que ça va dépendre de si on a essayé d'être très spécifique à votre cas ou si on a essayé de suivre des standards qui donnaient des valeurs par défaut qui ne sont peut-être pas tout à fait réalistes pour votre cas.
J'ai vu qu'il y avait une question sur le fer à béton. Alors oui, je vous confirme, une fois qu'on fait nos calculs, on n'oublie pas le fer à béton et puis toutes les choses qui vont avec pour la construction de la maison. Dans vos études, est-ce que vous allez aussi chercher les données réelles d'inventaire chez les fournisseurs plutôt que d'utiliser les données EcoInvent qui sont des moyennes? Alors, il y a deux choses. Alors, EcoInvent, elle, a été chercher des données chez les fournisseurs quand elle a pu. Ensuite, nous, quand on nous pose une question, on va chercher des données, ce qu'on appelle dans notre jargon, les données primaires ou secondaires. Une donnée primaire, c'est une donnée de fournisseur. C'est vous, combien de béton vous utilisez, combien de kilomètres votre camion il a fait. Et puis la donnée générique ou secondaire, c'est une donnée d'EcoInvent, c'est une donnée moyenne. Et puis la quantité de données, on peut aller chercher énormément de données chez les fournisseurs, mais ça prend beaucoup plus de temps. Grosso modo, pour aller chercher une donnée dans EcoInvent pour du béton, ça me prend 5 minutes. Pour aller chercher une donnée chez les fournisseurs pour recalculer son impact du béton, je peux passer plusieurs jours. Donc ça va aussi dépendre de votre budget. Si vous avez 2000 francs pour avoir un calcul approximatif, ce n'est pas la même chose que si vous mettez 1 million de francs sur la table. Quand on calcule l'empreinte carbone d'un produit, on pose toujours la question de quel est le but. Le but, c'est d'avoir une empreinte carbone moyenne, ou est-ce que c'est de communiquer, par exemple, vous êtes plus écolo que votre concurrent? Si c'est pour dire que votre solution est plus écolo que celle du concurrent, il y a de fortes chances que le concurrent, il va arriver avec un avocat puis dire, attendez, Donc là, on ne va pas économiser 500 francs au début, on va aller chercher plus de données de fournisseurs, mais ça va vous coûter plus cher. Donc, oui, on peut faire, enfin, oui, je ne vous ai pas posé la question comme ça, mais on peut faire un calcul complètement générique, que basé sur des estimations de tête et sur EcoInvent, rapide, quelques heures de boulot, jusqu'à un calcul très détaillé qui prend énormément de données de fournisseurs, qui va prendre des semaines de calcul, mais qui va aussi coûter plutôt 100 000 francs au lieu de 1000 francs. Donc, ça dépend de quel est votre budget, quel est votre but. Est-ce que je peux me permettre de compléter ce que vous venez de dire? Oui. Étant un des fournisseurs, et je rejoins M. Epeli qui vient d'intervenir en disant qu'il peut y avoir des grosses différences, c'est la raison d'être en fait de l'ouverture du fichier de la KBOB aux données des fournisseurs, pour permettre, dans le cas sur le marché suisse, vous avez pas mal de fournisseurs qui ont déclaré des éco-bilans, et vous voyez que les valeurs des fabricants sont toujours inférieures à celles des données génériques parce que ce sont des moyennes, et donc les fabricants en Suisse sont soumis à des contraintes légales de production et ont aussi des solutions, et ils font des efforts d'approvisionnement en énergie, par exemple, qui sont importants et qui peuvent donner des différences importantes. Donc, dans le registre de la KBOB, vous avez des données fabricants qui sont très précises, qui sont reprises dans les outils de planification qui peuvent être utilisés, comme les OSAI, qui vous permet d'éditer des éco-bilans du bâtiment que vous êtes en train de planifier et également de faire des comparaisons à l'intérieur de les OSAI pour choisir l'élément ou le matériau qui sera le moins impactant. Et ces données-là sont prises dans la KBOB. Donc, ce sont des données qui sont normées, objectivées, scientifiques et qui ne sont pas des données d'un fabricant juste pour paraître meilleur que son concurrent. Là, on est tous évalués de la même manière, que ce soit Isover, Swissport, Gonon ou Flumroc pour parler des isolants. Pour ceux qui ont fait l'effort de publier ces données-là et qui le font de manière très précise, puisqu'ils sont audités, contrôlés de manière très précise et avec aucune complaisance de la part des autorités. Merci pour le complément. Le sujet des données est un sujet extrêmement complexe. Il y a toutes des équipes qui s'occupent de discuter là-dessus pour avoir des cohérences entre la Suisse, les Européens, les différentes bases de données. C'est un sujet complexe et malheureusement, ce qui nous manque là-dedans, c'est souvent les ressources. Tout le monde remet des bonnes données, mais qui est prêt à payer pour, ça c'est toujours plus difficile. Donc on doit souvent faire un peu de l'équilibrisme entre à la fin la qualité des données et puis le temps qu'on a à disposition. Juste un petit mot, si jamais il y a des gens qui souhaitent quitter, vous êtes complètement libre. Et puis pour les autres, ceux qui souhaitent rester puis continuer à changer, n'hésitez pas. Hein. Faut pas se sentir obligé de rester parce que c'est pas fini. Si vous avez autre chose à faire, vous pouvez partir. Puis je crois qu'il y a encore une question, Sébastien, ou une ou deux. Oui. En tout cas, une remarque, sortir de la vision unique bilan carbone alors que c'est de loin pas le seul critère à prendre en compte? Arrivez-vous à faire comprendre cela à vos clients? Alors, oui et non. C'est une très bonne question. En fait, quand on a commencé chez Cotis il y a 15 ans, on fournissait toujours des graphiques, ce qu'on appelle avec différents indicateurs compréhensifs. On parlait du carbone, de l'eau, des particules et tout. Puis vers 2010-2012, et puis surtout depuis la COP de Paris, tout d'un coup, les entreprises, en fait, maintenant, elles se posent la question beaucoup plus que du CO2, alors qu'avant, elles posaient des questions plus génériques. Donc, en fait,
Pour faire simple, 80% ou 80% de nos études, c'est que du CO2. Puis 20% de nos études, elles regardent autre chose, comme de l'eau, les particules, en fonction d'un intérêt plus spécifique d'un client. Mais il y a une tendance à se focaliser sur le carbone. Et puis, j'ai envie de dire, c'est notre responsabilité en tant qu'ingénieur en environnement de se rendre compte si en regardant que le carbone, on est en train de passer à côté de quelque chose de très important qui affecte la biodiversité ou la pollution de l'air. Et à ce moment-là, d'attirer l'attention de notre client là-dessus. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si quelqu'un veut... Ah oui, il y a une question. Comment est construit l'indicateur biodiversité? On voit ce qu'on fasse une présentation qu'il y a là-dessus. Mais très simple, la biodiversité, elle a une problématique de pollution. Donc, si on sait qu'on émet je sais pas, la dioxine, c'est le cas extrême, mais disons des polluants dans l'eau, ça pourrait être aussi un chantier qui émet. On a des données de toxicité qui viennent de laboratoire de ce polluant, combien il tue de poissons. Donc, on regarde les concentrations qui arrivent dans l'eau. Puis on se dit, bon, bah, ce polluant, si on en émet 1 kilo dans l'eau, il va tuer tant de poissons. Pour tout ce qui serait l'écosystème, donc la destruction, par exemple, de la forêt, dans nos données, on sait que si vous avez X quantité de bauxite qui vient du Brésil, statistiquement, il y a eu tant de déforestation pour une mine de bauxite au Brésil. Donc, si vous importez 1000 tonnes de bauxite, vous avez tant de mètres carrés de déforestation qui va à vous. Donc, on peut mettre en parallèle déjà la toxicité pour la pollution de l'eau, par exemple, à des mètres carrés d'écosystèmes qui auraient été détruits. Et puis, à côté de ça, on pourrait prendre en compte les problématiques du manque d'eau. Donc, si on a asséché une rivière pour faire tourner l'usine, on a tué une partie de la biodiversité. Donc, l'indicateur biodiversité, il n'est pas unique, c'est plutôt une somme d'indicateurs, toxicité, utilisation du sol, etc. Alors voilà, c'était 1 minute de réponse par rapport à cette question. Il y a effectivement des incertitudes et il y a encore des tonnes d'opportunités de doctorat pour ceux qui sont passionnés par le sujet pour améliorer ces indicateurs. Ouais, je vois que vous commencez à parler de pondération. Je propose qu'on discute une fois en dehors de cette réunion parce que c'est toute une science qui est encore en train de se mettre en place, de savoir est-ce qu'il vaut mieux émettre du CO2, des particules ou tuer des poissons. Alors nous, on essaie de minimiser tout, mais des fois, on doit faire des choix. Du coup, si je comprends bien, ça tourne un petit peu autour du même sujet. Bon, pourquoi pas mettre une autre conférence en place sur pied sur ce sujet avec un peu une sorte de petit débat. S'il n'y a pas d'autres questions sur le sujet vraiment du jour sans dévier, je vous propose qu'on se quitte sur cette belle note. En tout cas, merci beaucoup à Sébastien. C'était très intéressant. Pour les personnes qui n'étaient pas inscrites et dont je n'ai pas l'email, malheureusement, je ne pourrais pas vous envoyer le lien. N'hésitez pas à m'envoyer votre nom par mail. Et puis, je vous enverrai un petit sondage. Je vous remercie d'avance d'y répondre. C'est toujours cool pour nous. Bon, apparemment, tout le monde a l'air content. Donc, Merci beaucoup. Et donc puis, très bien. Merci Sébastien. Encore un grand merci de ta participation. Puis pourquoi pas une prochaine conférence justement sur le sujet de... C'est quoi l'indicateur de pondération, c'est ça? ouais, je pense que ça déjà plus spécifique. Mais la biodiversité, les autres indicateurs en dehors du CO2, ça pourrait être quelque chose de pertinent et on devra s'y atteler une fois qu'on aura résolu le problème du CO2, ça c'est sûr. D'accord, très bien. Merci beaucoup à toutes et tous et puis un très bon week-end ensoleillé.